nous ressentons bien les uns et les autres que nos entreprises, la Poste comme les autres, se trouvent dans une sorte de maelstrom assez difficile à maîtriser et dans lequel il faut que nos entreprises soient à la fois agiles, innovantes et responsables. Alors agile parce que, je ne sais pas si vous représentez qu'en 20 ans, le marché, c'est-à-dire cet endroit dans lequel il y a des gens qui offrent et puis des gens qui demandent à l'échelle du monde, ça représentait il y a 20 ans, en 1990, 1,3 milliard de personnes. 20 ans après, ça représente 4 milliards. 4 milliards, multiplié par 3. Et ça continue. Et ça continue. Et on ne savait pas, par exemple, que le successeur de Mao, Deng Xiaoping, en fait, c'était Guizhot, enrichissez-vous. C'était quand même pas prévu qu'on ait un système totalement communiste et totalement capitaliste qui se mette en place. C'était pas prévu. Ils viennent de racheter le Pirée, il y a un mois, ils proposaient de racheter le Havre, merci. Donc on est là dans un monde qui a changé de gueule. C'est plus le même monde. Et donc la concurrence est multipliée et elle vous confronte. De même, toutes ces économies étant totalement interconnectées les unes avec les autres, on est de plus en plus susceptible d'être victime de l'effet papillon. Je rappelle ce que c'était que l'effet papillon. C'était le climatologue Ed Lorenz qui disait en climatologie, il y a tellement de variables et de paramètres qui sont complètement interconnectés qu'il peut suffire qu'un petit papillon bouge son aile dans la forêt amazonienne pour que 3 mois après, on puisse avoir au Texas une tornade ou pas. C'est le ou pas parce que qui est plus grave. C'est plus drôle. C'est pas trop drôle. On a vu les papillons des subprimes qui 3 mois après ont bousillé l'économie mondiale. Je vous rappelle que 2 ans après, Dubaï a annoncé qu'il déposait le bilan. Tout le monde a dit c'est la catastrophe, ça va repartir ou pas, rien. Et puis il y a eu la Grèce qui a commencé à battre de l'aile, on a dit c'est la catastrophe ou pas, ou peut-être. Donc on est dans ce système mondial dans lequel à tout moment il peut se passer quelque chose de non prévu. Et donc on a besoin d'avoir une entreprise terriblement agile. Pour qu'elle soit agile, et là c'était très bien dit par le président Bailly, il faut qu'elle ait d'abord du sens. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Je suis un vieux cheval, j'ai connu beaucoup de chefs d'entreprise, pas beaucoup mais enfin certains, qui pédalent de plus en plus vite en se disant la bicyclette va venir où je vais. Non, il faut savoir ce qu'on veut faire, où on veut aller, c'est quoi le sens. Il y a un sens partagé, diffusé, c'était dit depuis tout à l'heure. Et en même temps, une entreprise qui soit capable de passer de l'addition de tâches convenablement exécutées à la mobilisation d'intelligence interactive. C'était ce qu'on a appelé l'abandon du taylorisme, dans lequel on disait à chacun, tu fais ta tâche, tu fais 10, tu fais 10, tu fais 10, le contremaître va passer et vérifier que tu as bien fait 10, que tu as bien fait 10, que tu as bien fait 10, et donc, surtout ne pense pas, parce que si tu penses, tu vas bousiller mon organisation, et donc la performance de la boîte, elle ne pouvait jamais être supérieure à l'addition de tâches convenablement exécutées, telles que prédéfinies, 10 plus 10 plus 10 égale 30. Aujourd'hui, avec cette concurrence mondiale, on est obligé de passer de la manufacture, c'est-à-dire l'addition de tâches, à la cerveau-facture, c'est-à-dire la multiplication d'intelligence interactive, 10 multiplié par 10 égale 1000. Et là, on voit bien que le reste, il est vraiment dans cette logique de la multiplication des intelligences. La multiplication des intelligences. C'est parfois très difficile parce que ça suppose que les managers soient des garçons et des filles qui soient capables de mobiliser des intelligences collectives. Or, beaucoup de gens n'ont aucune envie d'être mobilisés. Il y a des gens qui sont... Ça part d'expérience, un certain nombre de vous. D'abord, il y a des gens qui ne sont pas intelligents, j'en ai vu. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Rarissime. Mais en plus, les gens intelligents n'ont pas une envie folle d'être mobilisés. Donc mobiliser l'intelligence de quelqu'un, c'est difficile. Mobiliser l'intelligence ensemble, c'est encore plus difficile. Autour d'objectifs, encore faut-il en avoir. Partager, il faut le parler. Et là, une démarche comme le RERS, ça entraîne à travailler ensemble. Et puis, si on veut que l'entreprise soit agile, elle a du sens, elle multiplie les intelligences, et surtout, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Paul Bailly, il faut qu'elle soit capable de fonctionner aussi en transversal. Là c'est plus Taylor qui est en cause, c'est Fayol. Fayol était un ingénieur conseil qui disait
dans les années 1910-1920, tout le monde ne peut pas tout faire en même temps, on est obligé d'avoir des services spécialisés, services achat, services production, services vente, et c'est vrai, tout le monde ne peut pas tout faire en même temps. Mais le drame commence au moment où on nomme le chef du service achat, le chef du service production, le chef du service vente. Parce que ce garçon ou cette fille, mais c'est plutôt un tropisme masculin, il dit c'est mon service, c'est mon budget, c'est ma secrétaire, c'est ma chaise, c'est à moi. Il fait pipi aux trois coins de son territoire, avec des complots florentins pour faire carrière ou des complots florentins pour ne pas filer d'informations aux autres services. Or, dans la bataille dans laquelle nous sommes, on a besoin d'avoir des services qui travaillent au service des autres services. On a bien besoin aussi de cette structure verticale, mais on a besoin aussi d'un fonctionnement horizontal. Et là aussi, le RES, il sert à ça, hein, il le fortifie. Il l'entraîne, et ça a été dit tout à l'heure. Et puis en même temps, on est obligé de passer d'une entreprise qui fait bien son boulot à une entreprise qui non seulement fait bien son boulot, mais en permanence innove. Innover, 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 et là aussi le RES, et c'est aussi une espèce de pédagogie de l'entre-innovation. Et puis, on est dans un environnement professionnel qui est marqué, comme le disait le président tout à l'heure, par la société numérique. Il y a un très beau rapport qui vient de paraître, ou plutôt qui est paru en 2005, mais qui vient de reparaître en 2010, mis à jour, de l'UNESCO, qui dit, vraisemblablement, à cause de la percussion de tous les métiers par les technologies de l'information et de la communication, on peut affirmer que dans 10 ans, tous ces métiers auront tellement changé que 50 à 60% des connaissances qui sont nécessaires pour tenir ce métier seront devenues obsolètes. Ça veut dire qu'en permanence, il faut que l'entreprise soit apprenante, en permanence apprenante. Et là aussi, vous le voyez bien, le RERS est tout à fait dans cette pensée qui est en permanence, il faut continuer à apprendre, en permanence, il faut continuer à apprendre, et on s'entre-apprend. Et puis, une dernière, et j'aurais fini ma petite contribution, on est dans un environnement sociétal et environnemental qui a tout ce qu'il faut pour se dégrader en permanence. On le sait, c'est pour cela qu'on a souhaité que les entreprises et les organisations, quelles qu'elles soient, aient une vocation sociétale et environnementale. Une entreprise, d'ailleurs, c'est de l'égoïsme à long terme. Une entreprise ne peut pas être durablement compétitive dans un environnement sociétalement et environnementalement dégradé. Donc c'est important qu'on échange avec cet environnement pour le rendre toujours plus nourricier, parce qu'il va nous nourrir. Et là aussi, le RERS est une façon, en permanence, eh bien, de faire en sorte qu'on partage des savoirs, et partager des savoirs, c'est nous rendre les uns et les autres un peu plus citoyens. Alors, j'étais très attentif aux mots que disait tout à l'heure le président, qui était au cœur de tout ça, il y a la confiance. Hein. Au cœur de ça, il y a la confiance. J'étais marqué, moi, par la lecture de 2 livres qui m'avaient fait beaucoup de peine, puis qui m'avaient mobilisé pour essayer d'en sortir, qui était le livre de Cahuc et Algan, La société de défiance, et le livre de Michela Marzano, La société de défiance. On parlait de la France. Et là-dedans, il y avait des études, je vais vous donner le résultat rapide de ces études, parce que ça doit nous faire réfléchir, et ça nous montre combien des approches comme le RES, mais aussi comme toute la démarche de la Poste autour du sens partagé, est tout à fait essentielle aujourd'hui. Ces 2 livres évoquaient 3 études, le World Value Survey, Global Competitiveness Report et l'enquête de l'IMD de Lausanne, dans lesquelles étaient classés par ordre de défiance croissante un certain nombre de pays et des organisations de ces pays. Je vous donne ça. Hein. Parmi les 21 principales puissances développées, la France serait à l'avant-dernier rang pour la satisfaction des salariés au travail. Nous serions au dernier rang pour la liberté de prendre des décisions dans son travail. Nous serions 57e sur 60 et dernière des pays riches en ce qui concerne les relations sociales dans l'entreprise, 99e sur 102 pour les relations entre employés et employeurs. Seul le Venezuela, le Nigeria et Trinidad feraient pire. Alors on peut faire... faut pas pleurer, hein, mais on pourrait faire exactement... Un café peut-être. Non, mais on pourrait faire exactement comme font les professeurs d'université, j'ai été moi-même prof d'université, qui disent nous récusons ce classement parce qu'on n'est pas dedans. Alors, vous avez le fameux classement de Shanghai, comme on n'est pas dedans, on va faire des critères, on sera dedans. C'était Coluche qui disait en France, nous sommes tous champions du monde en France. Alors, je crois que le mieux, c'est de se dire, bon, vraisemblablement, c'est quand même des critères anglo-saxons, manifestement, on doit être sous-évalué là-dedans, mais on a quand même un problème de confiance, et là, toutes les démarches qui permettent de faire en sorte que nous travaillons tous ensemble en confiance, j'allais dire, c'est pas pour être gentil, hein, c'est parce que la performance est à ce point, et puis que nous avons besoin de faire société
parfois, je lisais le bouquin de François Flahault, le philosophe François Flahault, qui disait, parlant de la France, et c'est le titre de son bouquin, Où est passé le bien commun? Je suis convaincu que le RERS, il contribue à fabriquer du bien commun, à faire du ensemble, et à l'évidence, aujourd'hui, dans ce monde un peu difficile, même très difficile, c'est une grande vertu. Merci à vous. Merci.